Là, nous, c'est la liaison que je vais faire vis-à-vis de nos activités internationales. Nous sommes en relation avec des Pakistanais, avec des Coptes, avec des gens d'Afrique du Nord, avec des Turcs, avec des Iraniens. Les chrétiens, les minorités religieuses sont massacrées, persécutées. En Pakistan, il faut quand même se rendre compte d'une chose, il y a une minorité chrétienne, sauvagement persécutée, mais il faut bien se rendre compte, de même que chez les Coptes, les filles chrétiennes sont enlevées, kidnappées, violées, mariées de force. De manière absolument régulière. Au Pakistan, c'est quasiment une par jour. Et encore seulement les cas qui arrivent à remonter jusqu'à ce qu'on sait, jusqu'à nos organisations qui permettent de collationner ces informations. Chez les Coptes, en Égypte, c'est la même chose. Et avec l'aval des gouvernements, puisque tout ça, c'est pas bien grave. Quand on a attrapé une chrétienne, qu'on l'a mariée de force et qu'on l'a convertie, hop, on a gagné. Un chrétien de moins, un musulman de plus. Et quand ces chrétiennes, par exemple au Pakistan, on a des femmes extrêmement courageuses qui se sont enfuies de chez leur mari, enfin quand je dis leur mari, les gens avec qui elles avaient été mariées de force, et qui sont allées, qui ont trouvé le courage d'aller devant un tribunal au Pakistan, que disent les juges? Les juges disent: vous êtes mariés, vous devez retourner chez votre mari. Voilà. Et la femme, cette femme, dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement, a fait une déclaration extraordinaire. Elle a dit: tuez-moi tout de suite, c'est préférable. Tuez-moi tout de suite. Et cette femme a été enfermée en prison en disant: voilà, ça va vous faire réfléchir, et quand vous serez revenu à des meilleurs sentiments, vous reviendrez chez votre mari, puisque ce mariage est légal. C'est une femme qui a été kidnappée, qui a été convertie de force, qui est donc, il faut bien s'en rendre compte, violée régulièrement par un individu qu'elle ne connaissait pas avant d'avoir été enlevée. Et ça, c'est considéré comme un mariage légal en islam. Voilà. Et ça, ces chrétiens d'Orient, on a l'impression qu'ils n'existent pas pour l'Église chrétienne, qui n'existent pas. Ils sont totalement abandonnés. J'ai été participer à des colloques. Quand le pape est allé à Beyrouth, il n'en a pas beaucoup parlé. Ne me demandez pas ce que fait l'Église chrétienne. Mais je ne sais pas. Franchement, pour moi, c'est aberrant. Oui, non, mais bien sûr. Pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il espère? Que les chrétiens vont pas se faire massacrer? Ils se font déjà massacrer. Il n'y a pas de futur pour les communautés chrétiennes en Orient. Regardez l'évolution de la Turquie. L'islam arrive en Turquie, c'est un pays 100% chrétien. Aujourd'hui, ils sont 0,4% de la population. On a un siècle. Et ils sont en train d'être réduits à rien du tout. Et ça, c'est une tendance qui est vraie dans tous les pays. Je sais, j'ai reçu les publications de l'aide à l'Église en détresse. C'est quelque chose d'épouvantable. Et donc, j'ai participé à des colloques animés au Collège des Bernardins à Paris. Mais j'ai assisté à des réunions d'un grotesque, mais absolument. Mais c'est épouvantable, c'est à s'arracher les cheveux. Vous aviez des ecclésiastiques qui revenaient d'Irak en nous expliquant que la cohabitation entre les musulmans et chrétiens se passait globalement bien. Bah oui, entre les meurtres, ça se passe bien, fantastique, extraordinaire. Et là, on a quelqu'un, un représentant de l'Église, qui nous dit des choses comme ça. Mais c'est absolument impossible. Le fidèle catholique en France doit se révolter. Ils doivent aborder le sujet des chrétiens d'Orient. Ils doivent aborder le sujet de l'islam et surtout persuader, par pitié, persuader vos évêques, vos prêtres de sortir de cette arnaque du dialogue interconfessionnel. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une arnaque. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, parce qu'on voit comment se conduisent justement les gens qui pratiquent soi-disant la religion de paix, de tolérance et d'amour. Hein. Alors, pas tous. Il faut quand même faire la part des choses entre les gens et la doctrine. La doctrine, il n'y a rien à récupérer. Je ne parle pas même de beaucoup de braves musulmans qui sont chez nous, dont d'ailleurs, moi je l'ai constaté, la plupart n'ont jamais lu totalement le Coran. Oui. Jamais. Et la majorité d'ailleurs sont des victimes justement des prêcheurs qui eux l'ont lu par contre, qui eux l'ont lu. Et tout ça pour revenir finalement aux activités internationales, parce que sinon je digresse, mais je n'en parle jamais. Allez. Voilà. L'OCI aujourd'hui est c'est 57 États, enfin 56 puisqu'ils considèrent que la Palestine est un État, ce qui est assez contestable. L'OCI, plus des centaines d'organisations satellites, travaillent à plein temps pour justement nous faire taire, faire disparaître la liberté d'expression en ce qui concerne l'islam et imposer peu à peu une espèce d'ordre musulman dans nos pays. Et aujourd'hui, qui avons-nous
Qui avons-nous au niveau international qui résiste à cette espèce d'ingénierie, à cette espèce de pression systématique politique, mais massive, hein, vraiment massive. On a des gens qui sont des permanents et qui travaillent de manière permanente, qui sont intégrés au Conseil de l'Europe. Ils sont au Conseil de l'Europe, ils sont à l'OSCE, ils sont aux Nations Unies. Tous ces gens-là travaillent, produisent des documents, créent des motions, font des réunions. Ça crée une ambiance qui pèse peu à peu sur les droits de l'homme, dans le sens de leur restriction, et qui pèse peu à peu sur la liberté d'expression, là encore, dans le sens de sa Alors, comment vous restriction. organisez la contre-offensive? Eh bien, nous y allons, tout simplement. Nous allons dans les forums internationaux où, jusqu'à présent, il y a quand même pas grand monde qui bouge, puisque notre organisation a une spécificité. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme spécialisée sur, justement, les atteintes aux droits de l'homme dues aux tentatives d'implémentation de la charia. Je crois que nous sommes à peu près les seuls, puisque là, nous prenons la bête de front. Tout le monde tourne autour du pot en disant oui, il y a des extrémistes, il y a des salafistes, etc. Voilà, je suis désolé, il faut dire les choses. Il y a la charia. Le problème, c'est la charia. Que vous ayez une barbe ou que vous n'ayez pas de barbe, si vous faites la promotion de la charia, vous êtes dans le mauvais camp. Vous êtes dans le mauvais camp, vous n'êtes pas dans le camp des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aller porter ce débat dans les forums internationaux et dire il y a des gens qui aujourd'hui siègent à cette table, notamment à l'OSCE. L'OSCE, je le rappelle, donc Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, a pour un de ses 3 axes principaux la défense des droits de l'homme. Comment se fait-il qu'il y ait des pays signataires de la déclaration du Caire, des signataires de l'OCI, membres de l'OCI, qui siègent à l'OSCE? Je rappelle, la déclaration du Caire est un document extrêmement fondamental. C'est un document qui a été publié dans les années en 90 par l'OCI, encore une fois, l'acteur unique qu'on retrouve partout. Oui. Et cette déclaration... Rappelons OCI, Organisation de la coopération islamique. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, oui, exactement. Donc organisation, là encore une fois, politico-religieuse. Oui, encore une fois, l'islam, la marque de l'islam, c'est le mélange indissoluble de la politique. Et ces gens-là doivent agir à Bruxelles, j'imagine. Mais bien sûr, bien sûr. Beaucoup. Et ces gens-là ont rédigé un document qui est vraiment fondamental parce que, et malheureusement, personne n'en a entendu parler en France. Ça s'appelle la Déclaration du Caire, la Déclaration des droits de l'homme en islam. Cette déclaration est un document qui fonde une deuxième définition des droits de l'homme. Définition qui est malheureusement totalement incompatible avec la première, la nôtre, celle qui est issue de la déclaration de 1948, et qui, je le rappelle, fait partie, tout ça, ça fait partie de nos outils constitutionnels, de nos outils législatifs. Nos pays sont fondamentalement basés sur le respect des droits de l'homme, la démocratie basée sur le respect des droits de l'homme, etc. Et nos pays ont signé des accords en disant « nous allons protéger ces droits de l'homme ». Or, nous travaillons la main dans la main avec des gens qui sont des ennemis des droits de l'homme, puisque leur définition des droits de l'homme, c'est une définition qui est basée sur la déclaration du Caire. Et cette déclaration du Caire, il suffit de lire ces 2 derniers articles. Dit en substance, oui. Les droits de l'homme se résument à la charia. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment que ça respecte la charia. Vous n'avez pas le droit de faire ce qui est interdit par la charia. Et en cas de doute, référez-vous à la charia. C'est tout simplement fantastique. C'est-à-dire, les droits de l'homme, c'est la charia. Et donc, on a donc un double discours. C'est clair. Oui, mais un double discours, puisque du coup, quand les pays de l'OCI parlent des droits de l'homme, dans les enceintes dédiées aux droits de l'homme, l'ONU, Bruxelles, les réunions de l'OSCE, tout le monde parle des droits de l'homme. Simplement, tout le monde ne parle pas des mêmes droits de l'homme. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Nous sommes allés à Varsovie et nous avons mis les 2 pieds dans le plat, mais quelque chose de bien comme il faut. Les organisations musulmanes étaient furieuses, mais absolument furieuses. Franchement, on a eu des réactions absolument géniales. Les gens étaient horrifiés, puisque tout d'un coup, on disait devant tout le monde, le roi est nu. Vous, messieurs, n'avez rien à faire autour de cette table, puisque vos droits de l'homme ne sont pas les vrais droits de l'homme. Et donc, vous n'êtes pas légitime à être autour de cette table, à nous expliquer, à nous, Européens, comment doivent fonctionner les droits de l'homme chez nous. Puisque, objectivement, étant membre de l'OCI, notamment pour la Turquie, vous êtes un ennemi objectif des droits de l'homme. Donc, que faites-vous autour de cette table? Et je dois avouer qu'ils ont été éberlués. Éberlués, parce que d'habitude, ils débitent leur petite salade, vous savez, ce sont des enceintes diplomatiques dont tout est très feutré, on fâche pas les gens, etc. Et je dois avouer qu'ils n'ont pas du tout aimé. Et il va falloir qu'ils s'habituent, puisque nous allons revenir. Et nous n'allons pas seulement être à l'OSCE, nous allons venir à l'Europe, nous allons venir à Bruxelles, nous allons venir à Strasbourg. Nous allons même essayer de trouver des partenaires pour aller à l'ONU.
Nous allons aller à Genève, nous allons aller partout et nous allons porter le fer là où il faut, c'est-à-dire expulser, en tout cas faire en sorte que les gens qui sont les ennemis des droits de l'homme arrêtent de nous expliquer, d'essayer de nous expliquer à nous comment nous devons faire fonctionner les droits de l'homme chez nous. Et comment peut-on aider, comment peut-on soutenir cette organisation internationale contre la charia, Alain Wagner? Parce que c'est la question que vont se poser évidemment les auditeurs. Est-ce que le commun des mortels, est-ce que le français lambda peut faire quelque chose? Oui, la réponse est en oui. dehors de la manifestation dont on a parlé, c'était le 8 ou le 10? Le 10 novembre. Bon, bien Alors, sûr. Mais oui, tout simplement, parce que ce que nous faisons à l'international, et c'est ce discours que nous avons de dire, voilà, nos pays sont des pays qui sont basés, les systèmes politiques dans lesquels nous fonctionnons sont des systèmes qui sont basés, oui, mais résister de manière, je dirais, logique, et en s'appuyant sur des choses concrètes. C'est-à-dire que, voilà, déjà, il faut nommer les choses. Moi, j'ai un petit peu des réserves sur le fascisme islamique. Voilà, voilà, il faut dire la charia. Le problème, c'est la charia. Il faut en parler. Et il faut en parler, mais on peut en parler au niveau international, ce que nous avons l'intention de faire. Alors, si les gens veulent travailler au niveau international, c'est tout à fait possible. Ils peuvent nous contacter. Donc, nous avons des sites internet et il est très facile. Vous pouvez le donner, Alain Wagner? Oui, alors ça va être un peu une hérésie ici, parce que pour l'instant, le site a un nom anglais. Donc, c'est www. Ah oui, mais enfin bon, voilà. On met des guillemets, on cite. On met des guillemets, voilà. On cite le site. Donc, mais il va y avoir une déclinaison justement dans les langues nationales, justement, parce que je pense qu'il est important de mettre à portée de tout le monde ces informations. Enfin, donc, pour l'instant, c'est... Alors, ça s'appelle, donc, le site, c'est www.Liberty Alliance. Alors, Liberty, pluriel anglais, c'est-à-dire Liberty, IES, et non pas Y. IES, Alliance comme une alliance, .org. Donc, vous allez trouver sur ce site... Vous répétez une fois, oui, www.libertyalliance.org. Liberty Alliance en un seul mot. D'accord. Vous allez trouver sur ce site des articles dans toutes les langues. C'est-à-dire vous avez des articles en anglais, en allemand, en français, mais nous avons pensé au français et il y a un bouton qui vous permet, en appuyant sur le bouton magique, de sélectionner que les articles en français. D'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup d'articles en anglais qui sont aussi très intéressants. Il y en a en arabe? Bien sûr. Oui, on a même publié des articles en arabe. Les messages... s'accumulent. Pleuvent, nombreux. Pas étonnant. Un auditeur, est-ce que la loi sociale qu'impose la présence massive de musulmans en France n'est pas plus pernicieuse que la charia? Que la loi charia. sociale? La loi sociale. Bon. Mais la charia est une loi sociale. Mais oui. C'est ça dont il faut se rendre compte. C'est que les agissements spécifiquement musulmans ne sont pas sortis de nulle part. Ils n'ont pas été inventés. Ils sont codifiés par la charia. Et le marquage social, le marquage visuel de la société fait partie de la charia. Bien sûr. Il est évident que s'il n'y avait pas eu d'immigration massive depuis quelques dizaines d'années, une immigration massive d'origine essentiellement musulmane, eh ben, les problèmes que nous évoquons ne se poseraient pas en France. C'est évident, évident. Et on n'a pas arrêté de dire à ce micro qu'il était simple, relativement simple d'arrêter l'immigration, c'était de couper ce que Le Pen appelait les pompes aspirantes. Vous supprimez tous les droits accordés aux étrangers et c'est fini, personne ne viendra en France. Ceci dit, maintenant, le problème n'est plus le cas. Enfin, il faut bien séparer le problème de l'immigration et le problème de l'islam et de la charia. Aujourd'hui, vous arrêtez, demain matin, vous arrêtez entièrement l'immigration. C'est quand même des mosquées qui tournent en France. Des mosquées qui sont des usines à charia, qui sont des maisons de la charia, qui n'ont, il faut bien s'en rendre compte, qu'une seule fonction, c'est répandre la charia autour de l'endroit où elles sont implantées. Parce qu'il y a déjà une très très forte implantation. Voilà, bien sûr. C'est bien tard. Je dis pas c'est trop tard, parce que ne perdons pas l'espérance. Sans quoi nous sommes foutus. Mais c'est bien tard. Alors, un auditeur... Que penser de cette réponse d'un prêtre de l'évêché de Bourges au sujet de la vente de la chapelle Saint-Éloi de Vierzon? Pour ma part, répond le prêtre, il me semble que si ce bâtiment pouvait permettre à des musulmans modérés de pouvoir célébrer dignement leur foi, dans le respect de la laïcité française et dans des relations courtoises avec la communauté catholique, alors cette vente favoriserait la paix civile et le vivre ensemble. À l'inverse, je regretterais que cette église puisse être achetée par une communauté ou un groupe aux idées radicales, de quelque religion qu'il puisse être.
Gna, 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 gna. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'excellent article de l'ambassadeur Christian Lambert dans les 4 vérités du 12 octobre. Je rappelle ce numéro, j'invite nos auditeurs à se le procurer et à le lire. Je les invite d'ailleurs à s'abonner et à lire les 4 vérités, qui est un excellent petit journal, petit par le format, mais très riche.